bonjour à tous. On ne vous voit pas à l'écran. On utilise en fait un outil de visio qui permet d'avoir les intervenants à l'écran. Vous ne vous verrez pas à l'écran. On vous demande simplement de pouvoir couper vos micros pendant les interventions. Si vous avez un mot à dire ou si vous avez une réflexion ou un input, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. C'est aussi un exercice participatif. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir dans ce deuxième numéro de La Pistoche. La Pistoche, c'est quoi? C'est un événement en visio qui nous permet d'échanger et de partager en fait des bonnes pratiques ou des impressions, des expériences. Et donc on est assez ravis ce matin d'avoir autant de participants puisqu'on avait plus de 160 personnes inscrites, à la fois des collectivités et des partenaires de la piscine de demain, que nous remercions, parce que sans les partenaires, la piscine de demain ne pourrait pas exister. Donc cette visio va comprendre un certain nombre d'interventions. Je vais vous afficher le planning de cette pistoche. Hop, voilà. Donc on va démarrer par les actualités de la piscine de demain. Derrière, on va vous présenter une vidéo, un petit film que nous avons réalisé à la Caïnésie, qui est un pôle aquatique assez différenciant. Enfin, c'est un très très bel équipement, mais j'espère que vous apprécierez ce film. Derrière, on aura un petit retour d'expérience du directeur de la Caïnésie, donc Mathieu Peignet. Ensuite, nous aurons une intervention de François-Xavier Decré du cabinet APMA Architecture, qui a conçu en fait l'équipement et qui répondra donc aux enjeux de l'attractivité et de la fidélisation sur la partie maîtrise d'œuvre, conception des équipements. Nous enchaînerons avec une intervention de Julien Leplat de la société de délégation de services publics Prestalis, qui nous donnera également quelques tips sur l'attractivité et la fidélisation des usagers. Et enfin, nous partageons avec vous le résultat du questionnaire auquel vous avez sympathiquement répondu. Les réponses sont assez intéressantes et donc, à l'issue de cette diffusion du résultat, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a certains qui saluent dès leur entrée. Je vais passer la parole à Soufiane qui va démarrer avec les actus de la piscine de demain. Bonne pistoche et passez un bon moment. Merci Arnaud. Alors oui, Anthony, tu t'es dédoublé. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc oui, concernant les actualités de la piscine de demain, on a à venir 2 colloques, le prochain, le 14 octobre, qui aura lieu à Chartres, et ensuite le 4 décembre à Mérignac, qui sont des événements en physique, puisqu'on a 2 formats d'événements physiques sur différents niveaux territoriaux. Et puis on a aussi ces événements en visio, la pistoche, qu'on veut un petit peu, on veut souffler un nouveau vent sur ce média-là. Ça fait des années que la piscine de demain organise des visios, et puis on vous propose, avec ce 2e épisode, un format un peu plus interactif, un peu plus immersif surtout, puisque vous verrez donc cette visite de la piscine à chaque épisode. On a démarré là à travers un sondage qu'on partagera après. On vous invitera ensuite à participer à la suite de cet épisode. On aura aussi besoin de vos retours qui sont importants pour organiser, nous, les thématiques et le développement de la pistoche pour l'année 2026. Donc, on compte vraiment sur vous pour être actif sur les propositions qu'on fera. La piscine de demain, on a une vraie vocation à développer le partage et les interactions. Alors, le partage auquel vous pourrez accéder très facilement est celui des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques qui sont des choses intéressantes, en tout cas, qui peuvent être inspirantes pour d'autres équipements que vous avez mis en place dans votre piscine. Et donc, on vous invite à consulter sur notre site les premières bonnes pratiques, celles de l'année dernière qui ont participé au Trophée des bonnes pratiques 2024. Pardon. Et puis, si vous avez des choses à transmettre à d'autres piscines, n'hésitez pas à proposer vous-même des bonnes pratiques sur différents sujets, que ce soit sur les points d'animation, et on verra qu'il y a eu pas mal de questionnements sur l'animation dans le sondage, que ce soit sur le point de la gestion des énergies, l'organisation, quelques domaines que ce soit.
N'hésitez pas donc à partager, aller sur notre site et partager les bonnes pratiques. Un autre point, c'est qu'on va essayer prochainement, et on vous tiendra au courant, de mettre en place des groupes de travail dont le but sera de réunir différentes piscines pour qu'elles puissent avancer ensemble, partager ce qu'elles font, et puis faire en sorte d'avancer et que les bonnes idées puissent se diffuser au maximum. Voilà, donc pour une petite présentation rapide de ce qui nous attend sur la fin de l'année. Et puis, je conclus juste ce passage-là en vous disant que le prochain épisode de La Pistoche aura lieu le 14 novembre. Donc, on espère que cet épisode vous aura plu et que vous viendrez également nombreux sur le 3e épisode. Dans quelques instants, donc, on va rentrer en immersion, on va démarrer cette immersion. Nous sommes allés avec Arnaud et Anthony filmer cette piscine de la Calinésie. Et donc on a essayé de traduire en images sur un petit épisode d'une douzaine de minutes la visite de la Calinésie avant de passer la main ensuite à Mathieu pour son retour d'expérience. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de La Pistoche. Nous sommes aujourd'hui à la Calinésie, un pôle aquatique remarquable, et nous avons le plaisir d'être reçus par Jean-Louis Arcaraz. On va visiter ce site. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre pourquoi ce site est remarquable et de comprendre en quoi ce site a un pouvoir d'attractivité et de fidélisation, puisque c'est la thématique en fait de notre prochaine visio. Allez Jean-Louis, donc on se dirige vers la Calinésie. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de cet équipement ? Bon, d'abord, la genèse, c'est que notre territoire, le grand territoire de la Nouvelle-Aquitaine est carencé en piscine et en centre aquatique. On a des centres aquatiques sur le littoral aquitain, mais on n'a pas de centre aquatique dans les terres. À quel moment vous avez commencé à réfléchir à un tel équipement ? Cet équipement, les premières réflexions, je les ai préparées en 2014. Ah oui, donc ça date un petit peu. Voilà, donc il a fallu présenter un projet. J'ai visité à peu près 17 établissements en France et en Europe, et je voulais que cet établissement soit en même temps une piscine, soit en même temps un centre aquatique. C'est assez rare d'avoir un centre aquatique et une piscine, et que ça ressemble à autre chose que ce qui existe. Vous avez vu, et merci à vous d'être venu pour faire ce spot, qu'on a beaucoup de terrasses, on a beaucoup d'endroits, on a 35 000 mètres carrés. Et l'objectif était de faire un bâtiment qui soit qui réponde le plus aux mesures environnementales. Donc Jean-Louis, vous m'avez dit que l'aspect environnemental était un enjeu majeur dans vos réflexions au moment de la conception de cet établissement. Et également, je crois que vous avez quelque chose d'assez remarquable par rapport à l'utilisation de l'eau du lac. Oui, tout à fait. C'était la priorité du projet. Le projet, j'ai mis 6 années pour le construire. Et la priorité, c'était d'optimiser la consommation de l'eau. Nous avons un lac international d'Aviron, et ça nous permet d'économiser 50 000 mètres cubes d'eau par an, puisqu'on prend l'eau du lac, on la potabilise en bas, tout à fait au sous-sol, et on l'injecte dans les bassins, et on l'injecte pour les plages, pour le nettoyage et l'arrosage. Donc c'était une première en France qui se faisait, et on en est très content. Parfait. Jean-Louis, on va rentrer dans la Calinésie, on va arriver dans l'accueil. Je vous propose de me suivre, on va continuer cette petite interview. Donc voici l'accueil de la piscine. L'accueil, c'est un moment important dans un tel établissement, parce que, vous voyez, on a essayé de créer un accueil qui soit dynamique et qui soit aussi attractif, avec du personnel qui est très important, parce que c'est le personnel qui rend le moment. Quand on vient dans une piscine, un centre aquatique, on y vient pour passer un bon moment. On y vient pour un moment de bonheur, un moment de joie avec sa famille, ses enfants ou son épouse, pour aller au bien-être. Et donc là, c'est un lieu important d'accueil. Il faut que l'accueil se passe bien avec les gens. C'est ce qui va fidéliser, ou faire partie de la fidélisation de nos clients. Jean-Louis, on traverse l'accueil, oui. Donc cet accueil qui est effectivement hyper lumineux, hyper chaleureux, qui permet également, grâce à sa grande dimension, d'accueillir des gros flux d'usagers. Peux-tu me parler un petit peu de l'accessibilité de cet équipement ?
on a fait en sorte que le public puisse se déplacer le mieux possible. Donc des lignes de bus qui sont directes entre la ville, hors la ville et la Cali, 40 communes la Cali, donc avec des possibilités d'accessibilité très importantes, de nombreux passages toutes les demi-heures. Et puis on a bien sûr la gare TGV de Libourne, une des plus grandes gares de France avec presque 2 millions de voyageurs. Et on a l'autoroute qui est à peu près 1 km du centre aquatique. Donc voilà, au niveau de la desserte, on est bien loti. Oui, j'ai vu que vous aviez un parking qui était totalement couvert, avec des panneaux solaires. Voilà. Et derrière, encore de la récupération d'énergie. Donc on retrouve la philosophie de cet équipement. Oui, partout, on a essayé d'optimiser le maximum d'économie possible. Et puis vous voyez, ce lieu où on est, ça n'existe pas ailleurs. Ça, c'est un lieu d'observatoire. L'observatoire. On peut regarder la télé, on peut prendre le café et en même temps, on voit les bassins où nagent les enfants ou les adultes. Parce que même les tribunes sont accessibles au pied chaussée jusqu'au bar. Nous sommes toujours sur la zone observatoire, cette zone qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pourriez me rappeler quelques chiffres en termes d'investissement pour la conception et la réalisation de cet équipement et également les coûts de fonctionnement? Alors, cet établissement, TTC, c'est 42 millions d'euros. 42 millions et des brouettes sur la totalité du parc et à la hauteur de 28 millions de travaux. Après, il y a les études, il y a les architectes, etc. Voilà. Et on est sur un coût de fonctionnement à peu près à 2 millions 6, 2 millions 7 par an. Et le reste, c'est les recettes, c'est les recettes des entrées. L'année dernière, on a fait 255 000 entrées payantes. Le pouvoir d'attractivité, il est très fort, l'offre est très complète. D'ailleurs, vous pouvez nous évoquer un peu les différents espaces que cet équipement propose? Voilà, donc on a un espace de nage avec un bassin M de 8 couloirs sur 25 mètres, un bassin homologué par la Fédération française de natation, un bassin d'animation mais qui est un bassin de récupération pour les épreuves, un autre bassin d'animation avec des jets, des remous, des contre-courants. On a mis beaucoup d'intention sur le bien-être. Parce que moi je pensais que le bien-être, effectivement, c'était un besoin. Donc vous verrez, il est un peu atypique avec des couleurs que j'ai voulu assez vives. Puis à l'extérieur, vous avez un grand centre aquatique avec 5 toboggans, une piscine en inox qui est une piscine avec une rivière à contre-courant, plus des espaces de bulles, de relaxation. Voilà, et puis des plages, bien sûr, et un parking couvert, parce que l'été, quand il fait très chaud, on a vu que ceux qui venaient, ils étaient très contents de retrouver leur voiture un peu fraîche. Alors Jean-Louis, Mathieu nous a rejoint, donc Mathieu Peignet, directeur de la Calinésie. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Ce pôle aquatique a une particularité, c'est que c'est aussi, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, non seulement une piscine publique, mais également un parc aquatique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette zone qui, elle, ouvre en été ? Oui, alors donc du coup effectivement un programme assez intéressant dans l'exploitation du bâtiment qui fait qu'à l'année on arrive à jongler entre un parc aquatique l'été et une belle base de détente sur l'hiver. Ce parc qu'on ouvre de début juin jusqu'à mi-septembre permet de se détendre à l'extérieur avec de nombreuses attractions qu'on trouve très rarement dans un centre aquatique. On va plus les chercher sur comme de l'hôtellerie de plein air, ce genre de choses, voilà, des grands aqualands. On a une tour de glisse qui développe à 22 mètres avec des toboggans dans tous les sens. On a un très beau bassin inox avec tous les codes qu'on peut retrouver sur l'aspect ludique de la banquette, du col de cygne, la rivière à contre-courant, des gros geysers. Des alcôves avec effectivement toujours pareil cette notion de détente même pour le grand public et évidemment ces installations là dès lors qu'elles sont présentes elles attirent mais elles seules ne font pas le job. Il faut que nous on soit en capacité de les animer et depuis 2 ans on s'astreint à essayer de trouver la solution, le bon fonctionnement et aujourd'hui on travaille autour d'un club d'été. À l'instar de ce qu'on peut avoir sur le Club Mickey sur les plages de l'Atlantique, mais voilà, effectivement, une personne qui est dédiée aux animations. On propose des animations pour les jeunes, sous couvert de validation des parents, bien évidemment, mais sur des défis toboggans, sur du château de sable, sur des ventres et glisses, sur une danse de l'été, la danse de la Calinésie. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on le fait. C'est un rendez-vous fort sur le temps d'après-midi. Et voilà, et donc effectivement, ça nous fait une période de l'année où on va aller chercher 50 000 personnes à peu près.
Grosso modo, c'est un petit peu le volume qu'on fait sur les 3 dernières. Tu as commencé à évoquer la partie fidélisation. Et je crois qu'il y avait 2 aspects dans le mot fidélisation qui pour toi étaient importants. Est-ce que tu peux développer cette notion de fidélisation? Bien sûr, alors d'un point de vue marketing, la fidélisation, on pense tout de suite aux usagers, aux clients, évidemment. C'est le nerf de la guerre, hein. C'est ce qui fait que nous, derrière, on va s'assurer un certain équilibre au niveau de nos recettes. Par contre, pour moi, effectivement, ce qui est aussi important, c'est être en capacité de fidéliser les équipes qu'on a en permanence, qui vivent avec nous 24 sur 24. Maintenant qu'on a vu la plupart des espaces, j'imagine qu'en termes de technicité, cet équipement doit nécessiter une machinerie assez impressionnante. Je te propose qu'on aille faire un tour dans les locaux techniques pour que tu nous montres un peu tout ça. Ça marche. Je vais vous guider. Mathieu, nous voici dans le local traitement d'eau. Donc il y a une particularité ici à la Calinésie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est cette particularité en termes de filtration? Ouais, alors on a une double particularité. On traite déjà à l'ozone et après derrière on va filtrer à la céramique. Voilà, donc ça c'est une des premières nationales. Donc effectivement ici on va avoir un bloc qui nous permet de faire une filtration. Par exemple là ce qu'on a devant nous c'est le bassin sportif, donc le plus gros des bassins. Lui il a besoin de 2 batteries. L'intérêt en fait de la filtration céramique, c'est une ultra filtration et qui nous permet d'isoler filtre par filtre. Et donc derrière, dès qu'on a un lavage de filtre, on n'est pas obligé, comme un filtre à sable, d'être hors exploitation pour pouvoir le traiter. On vient isoler le fameux filtre, on le nettoie et hop, on relance derrière la filtration. De toute façon, c'est des blocs de 6. Donc on en isole un, on en a 5 autres qui traitent, plus la deuxième partie derrière. Et on fait ça tout au long de la journée, ce qui nous permet d'avoir toujours une qualité de filtration la plus optimale possible. Quand la technique vient se rajouter au pouvoir d'attractivité et de fidélisation. Et oui, c'est ça. Hein. Si on veut que le public soit fidèle à notre établissement, il faut lui donner les meilleures conditions de nage et d'animation d'eau. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que la céramique permet de gagner en termes d'espace. Parce que quand on voit le nombre de bassins que vous avez au-dessus, et finalement la dimension nécessaire pour faire la filtration de l'ensemble de ces bassins, grâce à la céramique, on a une empreinte au sol qui est très réduite. Donc Jean-Louis, on va quitter les locaux techniques qui sont un petit peu bruyants, forcément tout est en fonctionnement, et on va se retrouver, si tu es d'accord, sur la terrasse qui est juste devant l'accueil. Oui, moi je suis entièrement d'accord et je vous remercie beaucoup de nous avoir choisis et de permettre ce reportage. Là sur les niveaux techniques, vous avez vu qu'une seule partie, hein, parce qu'il y a à peu près 600 mètres carrés de techniques qui sont derrière, mais c'est l'alimentation des bassins, etc. Mais on y va. Allez, on va conclure là-haut, merci. Jean-Louis, Mathieu, il est temps de conclure cette petite matinée. Écoutez, on était ravis d'avoir passé du temps avec vous et de découvrir la Calinésie. Alors, pour raccrocher un petit peu le thème de notre visio, on a parlé d'attractivité et on a parlé de fidélisation. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont pour toi les 3 points importants pour fidéliser et attirer des nouveaux baigneurs? Bien sûr, forcément, de prime abord, il faut déjà que l'expérience que les gens vont vivre soit exceptionnelle. En tout cas, qu'il y ait quelque chose qui les touche. Voilà. Et puis c'est surtout derrière, il faut être en capacité de se renouveler. C'est ça qui fait que, à la fois, on va attirer, et une fois qu'on a attiré, il faut que ça se transforme derrière en fidélisation. Donc pour nous, c'est les points principaux. Écoute, c'est très clair, merci beaucoup. Jean-Louis, est-ce que tu veux faire un petit mot de conclusion? Il n'est pas directeur pour rien. Hein. Moi, j'ai une consigne politique, il le sait. La priorité, c'est l'hygiène, la qualité de l'eau et puis la convivialité de cet établissement. On l'a conçu comme ça. Alors après, il faut fidéliser, il faut être attractif, il faut aussi communiquer. Peut-être que là, on a des efforts à faire. Mais voilà, ces trois bases sont essentielles pour que les gens puissent revenir. Bah écoutez, merci messieurs, ça a été un plaisir de passer du temps avec vous et de découvrir ce magnifique site. Bah écoutez, je suis ravi que ce nouvel épisode de La Pistoche se termine ainsi. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci les amis, merci beaucoup. Déjà, merci effectivement à PDD d'être passé pour mettre en avant notre très joli outil de travail. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'attractivité, moi je faisais le lien tout de suite effectivement avec aussi le personnel qu'on a tendance en fait un peu à mettre de côté, mais qui est partie prenante dans cette qualité de fidélisation. Aujourd'hui, effectivement, quand on a un outil de travail comme celui qu'on a nous ici sur Libourne et sur le Libournais, on a des salariés et des agents qui sont très
très impliqués, très heureux d'être présents et donc du coup donnent le meilleur d'eux-mêmes et viennent contribuer à avoir une qualité de prestation de service. Hein. On a un service public qui est absolument optimal. Pour moi, ça, c'est un des leviers. On parlait tout à l'heure, effectivement, enfin, la grande thématique, l'attractivité, la fidélisation. L'attractivité, comme tu disais tout à l'heure, Anthony, c'est dès la phase conception, en fait, que ça se travaille, que ça s'anticipe. Une belle étude de marché, une belle étude d'implantation du lieu. Jean-Louis, notre élu qui était aussi sur la vidéo, le mentionnait, hein, ses réflexions depuis 2014. Et ce positionnement très stratégique d'implantation de la Caïnésie dans le territoire du Libournais. Le territoire du Libournais, c'est une collectivité d'agglomération qui fait à peu près 100 000 habitants, 45 communes, et qui est très en longueur. Aujourd'hui, la Caïnésie, elle est très centrale. Libourne était très centrale, ça a été positionné là. Le fait de le poser dans une zone Natura 2000 avec ce lac des Daguets en fait effectivement, enfin en tout cas enrichit ce bâtiment, vient le sublimer. Derrière, l'autoroute à proximité, ces lignes de bus et d'ailleurs de vélos. Hein. Aujourd'hui, on a les vélos électriques qui sont tout juste à proximité. Le pouvoir des publics, de la puissance des politiques publiques qui font qu'aujourd'hui, sur le Libournais, les transports en commun sont gratuits, font qu'effectivement, aujourd'hui, la Caïnésie, au-delà de ce geste architectural, de cette implantation, de cette accessibilité, et derrière, quand on vient lui apposer une qualité de prestation qui est assez performante aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, en termes d'attractivité, on est très bon. Un bâtiment comme le nôtre, hormis sur la Cube à Bordeaux, il n'y en a pas d'autres. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin en remontant dans les terres, quand on va vers le Futuroscope, quand on va vers les Antilles de Jonzac. Après, sur le côté Périgord, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà. L'aspect aussi fidélisation, je reviens sur cette expérience. À notre sens, ce qui est indispensable, il faut que les usagers, on parlait tout à l'heure de clients, aujourd'hui la frontière elle est de plus en plus faible. Hein. Usagers clients, à titre personnel, je les considère plutôt comme étant des clients. Et ils achètent une prestation, donc il y a une notion d'achat, donc c'est un vrai client et il faut que ce qu'il achète et ce qu'il reçoit quand il vient dans des établissements comme les nôtres, ça soit raccord. À partir du moment où la qualité de la prestation n'est plus là, une eau qui est trop fraîche, qui est d'une coloration un peu douteuse, des douches qui sont froides, un éducateur qui fait pas le cours escompté, tout ça en fait fait que derrière on va jouir pour le coup d'une réputation qui va s'atténuer et après il est très dur en fait de remonter la pente. Donc voilà, l'idée c'est d'être constant, d'être très précis sur cette qualité de prestation et sur le suivi technique d'un bâtiment comme le nôtre. Voilà. C'était un petit peu là-dessus que je voulais rebondir. Je pense que ça a transpiré, on va dire, dans le sujet, dans la vidéo qu'on a pu voir. Mais voilà, c'est des choses qui nous sont très importantes et sur lesquelles, en tout cas, en tant que responsable d'exploitation, merci beaucoup. On se doit d'être... c'est millimétré. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. On va retenir ça. C'est millimétré. Du coup, puisque c'est millimétré, les architectes, ils ont l'habitude de travailler sur du papier millimétré et sur du calque. Je vais donc maintenant te céder la parole, François-Xavier. Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue sur cette thématique qui est celle de la pistoche numéro 2? Donc, merci effectivement pour ce témoignage. Alors oui, comme tu le disais, c'est millimétré, c'est du plan, c'est du calque, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout nous, en tant qu'architectes, donc APMA, c'est une agence qui est hyper spécialisée. Nous faisons à peu près 80% de notre activité autour des centres aquatiques. Depuis une trentaine d'années, on a à peu près 130 références de piscines publiques hier, centres aquatiques aujourd'hui à notre compteur. Donc en gros, on a fait, je mets tout le monde à l'aise, toutes les bêtises inimaginables depuis 30 ans. Et aujourd'hui, on a un niveau d'expérience qui nous permet de minimiser effectivement ces bêtises et de faire des centres aquatiques tels que vous le voyez. Alors Libourne est une référence assez remarquable, exceptionnelle dans sa dimension, dans sa fonctionnalité. Tout ça pour vous dire que oui, nous, notre métier en tant qu'architecte, c'est de traduire le besoin d'une collectivité. Et en l'occurrence, la Caïnésie, avec Jean-Louis et ses équipes, avait effectivement une
une quadruple approche, voire on peut en rajouter une cinquième avec l'offre extérieure, qui était d'offrir tout au long de l'année, au gré des saisons, une offre de services, une offre d'activités extrêmement dense et complète. Donc vous avez pu le voir effectivement, et l'image en témoigne. On a donc une activité d'été, et ça Mathieu pourra en reparler, qui n'est ouverte que pour l'été, donc tout ce qui est bassin extérieur, rivière extérieure et jeux extérieurs, et un centre aquatique tel qu'on le connaît tous, intérieur, qui regroupe bien évidemment un accueil pour les sportifs, un accueil pour les scolaires bien sûr, un accueil pour les activités ludiques ou autres, du ludique à nouveau seul, et bien sûr un centre de mise en forme. Alors nous, en tant qu'architectes, on s'emploie à quoi? Bien sûr, Mathieu l'a dit, il y a un geste architectural, mais en tant que spécialiste à PMA, on a compris une chose, c'est qu'un équipement public, et c'est dans la thématique d'aujourd'hui, ça doit avoir un fonctionnement irréprochable. Et ça part effectivement de l'accueil jusqu'au passage par la borne d'accueil, bien évidemment, ensuite par les triptyques, les vestiaires, les sanitaires aussi, etc., avant d'arriver sur l'activité que vous avez choisie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on est interrogé sur un concours, on va passer beaucoup de temps sur le fonctionnement, c'est à peu près la moitié de notre temps, pour que le plan soit parfaitement en relation avec le besoin de la collectivité. Donc, vous voyez, ça va peut-être vous surprendre, mais quand on travaille 3 mois sur un projet, en phase concours, par exemple, ou autre montage, on passe la moitié du temps sur le fonctionnement. Et vous voyez sur ces quelques illustrations, vous avez vu le film, on arrive sur une grande passerelle, au-delà d'être un accès PMR, bien évidemment, à 100%. C'était pour aller sur un niveau d'accueil qui est à l'étage, et ensuite vous descendez, pour ceux qui connaissent l'établissement, pour avoir une activité de plein pied sur toutes les activités proposées. Ça, c'est un petit clin d'œil qui a fait que, puisque le terrain avait une certaine dimension, de nous inscrire dans une parcelle où il faut respecter bien évidemment un cadastre et ce genre de choses. Premier enseignement, c'est que l'accueil commence dès le parking. Ça paraît complètement en dehors du sujet, mais si vous avez un parking qui est trop petit, un parking qui est trop éloigné, et je ne parle pas que des véhicules particuliers, c'est également pour bien sûr la mobilité douce, les vélos, pourquoi pas les motos, les trottinettes et bien sûr les bus. On doit avoir un parking extrêmement attractif. C'est un peu, et pardonnez-moi la comparaison, comme un supermarché. Si vous avez un grand supermarché avec très peu de place de parking, ça ne marche pas. On est dans la même logique. Pourquoi? Parce que surtout dans des territoires où il n'y a pas que des transports malheureusement communs, etc., on se doit, la collectivité se doit, et nous c'est ce qu'on pense, avoir une offre très importante qui démarre dès effectivement le parking. Là, en l'occurrence, vous avez vu, des ombrières sont arrivées ensuite pour des questions réglementaires et aussi de pouvoir assurer quasi 100% d'autonomie de production d'électricité. Lors de la conception du projet, on atteignait quasi 60% du besoin en électricité de l'équipement. Avec les ombrières sur le parking, on est quasi à 100%. Donc, vous voyez, on est déjà là sur une thématique importante, c'est la qualité de l'accueil. Dès le parking, une fois qu'on rentre dans l'établissement, Jean-Louis en a parlé, nous, on attache beaucoup d'importance et s'il vous plaît, quand vous travaillez sur des projets et des programmations, partez sur des grandes surfaces d'accueil, parce que c'est extrêmement important, parce qu'on pense souvent à une population qui ne va pas pratiquer une activité, ce sont les accompagnants. Les parents, les grands-parents, pourquoi pas, les gens qui ne vont pas effectivement rentrer et qui vont attendre. Donc, il faut qu'ils aient un espace important pour pouvoir attendre, pour pouvoir aller sur les bords des bassins, on va le voir tout de suite, voir effectivement leurs enfants ou leur mari, leur femme, peu importe. C'est la première image effectivement en haut à gauche, où là c'est le bassin sportif, qui est un grand sportif, où vous avez des gradins, et la moitié des gradins sont accessibles par les personnes qui vont pas se baigner. 4 espaces, 4 ambiances. C'est ce qu'on a effectivement, nous, en tant que concepteurs, voulu faire, c'est que chaque activité est dans un espace, à le bassin en l'occurrence, là, et plus le centre de mise en forme en bas à gauche. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un sportif, vous voulez effectivement faire vos longueurs tranquillement. Quand vous faites de l'activité en haut à droite, vous voulez être seul, entre guillemets, dans votre activité, et ainsi de suite. Donc nous, on a pris le parti de fractionner et que chaque activité, et donc que chaque public ait son espace, et qu'il n'y ait pas trop de gêne, en l'occurrence le bruit. Vous savez qu'effectivement, le bruit est source de grande pollution dans une piscine, donc on traite le bruit en fait en fragmentant les espaces pour que tout ne se mélange pas. À l'inverse, toutes les piscines anciennes avaient des grands bassins, on mettait tous les bassins dedans et on espérait que ça se passe bien. Bon, là en l'occurrence, les nouveaux projets permettent de bien séparer ces bassins, sachant que là j'ai bien sûr exclu l'offre extérieure qui est une 5e ambiance qui est à l'extérieur. Donc
À nouveau, j'incite bien, la notion est de si chaque public trouve un confort d'utilisation, un usage qui va lui correspondre sans être gêné par les autres, ça participe en fait à la politique de fidélisation dont on parle aujourd'hui. En termes de... le plan est en train d'arriver. La complexité dont je vous parlais, c'est de pouvoir gérer les flux à l'intérieur d'un bâtiment, à l'extérieur d'un bâtiment. La spécificité de Libourne, dans le cas de la Calédonie, c'est que on a aussi prévu une offre d'accueil extérieur, parce que vous avez des flux de population qui sont beaucoup plus importants en extérieur. Donc sur le plan, si vous le voyez sur la partie droite, vous pouvez effectivement scinder l'équipement en deux, éviter que les pratiquants, les usagers, on parle de clients aujourd'hui, comme le disait Mathieu, aillent côté intérieur pour ressortir ensuite à l'extérieur. Donc tout ce qui est la partie droite du plan permet d'avoir une offre dédiée été. C'est une autre, effectivement, qualité d'accueil, c'est une autre problématique de flux beaucoup plus important, puisque la capacité, si je ne me trompe pas, vous dépassez les 1500, voire les 2000 potentiels clients à la journée sur cette partie extérieure. Donc ça, c'est prévu, nous, dans la conception. Au niveau technique, et ça sera la deuxième partie de mon propos, on est bien sûr architecte, vous l'aurez compris, mais on est également aussi très attentif à la technique dans une piscine, puisque ça participe aussi, bien sûr, à l'hygiène, au traitement d'eau, au traitement d'air, au confort, en fait, de l'utilisateur lorsqu'il est dans la halle-bassin. Dans les halles-bassins, dans les vestiaires, à l'accueil, partout. Puisque ça participe beaucoup à la notion de « je me sens bien, j'ai pas froid, j'ai pas trop chaud, donc j'ai envie de revenir ». Et nous, un des critères qu'on regarde beaucoup en tant qu'architecte, ça va peut-être vous surprendre, c'est la capacité justement des futurs clients à revenir dans les établissements qu'on livre. Donc ça, c'est la technique qui permet de le faire. Choix des matériaux, anti-glissance sur les carrelages, bien sûr, des choses qui sont robustes, il faut que ça tienne. C'est des bâtiments qui sont extrêmement sollicités par le flux de public, qui sont extrêmement agressés par le chaud, le froid, l'humidité, le chlore. À Libourne, c'est effectivement un concentré de tout ce qui est dernière technologie. J'ai vu une des questions dans le chat tout à l'heure. Oui, il y a une unité de dépotabilisation pour aller puiser l'eau à 100% dans le lac. Ensuite, ça va être une désinfection à l'ozone et une filtration à base de céramique. Tout ça pour consommer le minimum d'eau, même si l'eau aujourd'hui n'est pas encore très chère. C'est un bien précieux. Je pense que je n'ai pas besoin de développer mon argument là-dessus. Donc, c'est beaucoup d'investissements sur le traitement d'eau et en traitement d'air. Le chauffage est assuré par une chaudière biomasse. Et pour votre info, je sais que la communauté de communes de la Calédonie du Libournais, a, je crois, acquis un bois pour assurer effectivement la production de bois et ensuite l'approvisionnement du centre aquatique avec son propre gisement forestier. Donc une production de chaleur à base de biomasse et effectivement des centrales de traitement d'air thermodynamique pour recycler jusqu'à 75% d'énergie produite. Donc là aussi, on a coché toutes les cases que souhaitait la collectivité. Sachez que, pour votre information, APMA a un bureau d'études qui lui est dédié à 100%, qui s'appelle Socha Ingénierie, qui ne travaille que sur les problématiques de piscine. Donc, et pour votre info, c'est 30% de l'investissement initial dans une piscine, toute la technique. Donc, en résumé, oui, on est très à cheval sur le fonctionnement pour permettre effectivement à l'exploitant du futur équipement d'avoir tous les outils pour accueillir son public et derrière avoir un backup technique extrêmement performant pour répondre bien sûr aux exigences environnementales, produire le moins de CO2 possible bien évidemment, consommer le moins d'eau possible pour arriver dans des bâtiments qui hier consommaient jusqu'à 20 fois plus que n'importe quel bâtiment. Une piscine c'est 20 fois plus qu'une crèche, qu'un théâtre, etc. Aujourd'hui, on arrive à diviser par 2 les consommations. Et nous, notre prochain challenge sur les 20 prochaines années, c'est de descendre en dessous de ce facteur 10 en espérant y arriver. Je vous remercie de votre attention. Je crois que je suis dans le timing. Je suis à 10 minutes. Merci pour cette présentation très éclairante sur la manière dont les architectes, effectivement, prennent à partie le programme et le transmettent et le transforment en projet. J'aimerais maintenant céder la parole à Julien. Julien, voilà, on a fait toute la chaîne de valeur. Hein. On a effectivement l'architecte qui a parlé, l'agence d'architecture, et maintenant, donne ton avis, toi, en tant qu'exploitant au quotidien. Vous exploitez plusieurs dizaines de piscines en France et vous êtes confronté à chaque fois à des problèmes différents. Il faut vous adapter au territoire, vous adapter évidemment à l'équipement lui-même et puis après constituer l'équipe et le projet de management qui va le mieux pour aller chercher les usagers et les clients. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu la vision que vous avez chez Prestalis
sur cette thématique très précise et très engageante, j'imagine, au niveau de vos contrats. Oui, effectivement, merci Anthony et merci à Piscine de demain de nous inviter pour cette Pistoche, deuxième édition. Prestalis, effectivement, intervient sur 45 équipements en France. Alors, on a une petite présentation pour appuyer le propos que je vais lancer de suite. Voilà, normalement, elle arrive. On va revenir en arrière, ça va être plus... Voilà. Donc, Prestalis intervient en France sur 45 équipements. C'est bon pour la présentation? Tout le monde la voit? Oui, c'est parfait. Parfait. 850 collaborateurs, à peu près 5 millions de visiteurs. On intervient sur des sites qui sont de petite taille, hein, qui peuvent être qualifiés de piscines municipales, piscines de quartier, dans des territoires périurbains, ruraux et dans des métropoles. Aujourd'hui, on est un peu partout. Alors, notre ADN, elle est bretonne, hein, puisqu'on est basé à Château-Giron. Et l'ensemble des sites sont partout en France. Donc, je précise, hein, Libourne, bien évidemment, Mathieu n'est pas en gestion avec Prestalis, hein, puisque c'était l'exposé de présentation initiale. Nous, on est sur d'autres items géographiques. Nous, notre ADN, c'est la natation, l'apprentissage de la natation et le vivre, nager, bouger autrement. C'est notre leitmotiv, un leitmotiv qui se veut appliqué avec la collectivité, avec les collaborateurs et avec les clients. Alors, on parle de clients usagers, puisque les clients usagers sont le sujet, le focus de cette présentation. Mais j'aime à rebondir sur ce que Mathieu disait tout à l'heure. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas des collaborateurs qui ont la pêche et envie d'accueillir ses clients. Et on ne peut rien faire non plus sans avoir un dialogue compétitif, constructif avec la collectivité, puisqu'à l'origine de tout cela, il y a une construction et il y a une politique publique sur un territoire. Donc pour nous, ce sont les 3 C qui sont des éléments importants de notre travail. Donc on va faire un focus sur le client usager avec un angle attractivité et fidélisation. Nous, le client usager, pour tout à chacun, il a un visage qui est multiple, un peu comme un diamant, avec plusieurs facettes. D'abord des associations, des clubs, des écoles, des scolaires. Hein, notre travail, c'est en tant que délégataire de services publics, d'accueillir une exigence de service public de la collectivité, puis ensuite de développer une activité commerciale auprès du grand public. Ce grand public, il va des très petits aux moins jeunes, en passant par toutes les formes de fréquentation, et cela dans un cadre qui, alors ça vaut pour la délégation de service public, hein, pas pour la régie, mais dans un cadre qui est un projet qui nous engage sur bien souvent 5 ans et donc 1800 jours, pour développer cette attractivité et cette fidélisation. Pour commencer le propos, l'attractivité, c'est l'essentiel. On parlera après de la fidélisation. Pour développer cette attractivité, il faut d'abord développer la notoriété du centre, développer sa marque. On aime à dire que l'on développe sur nos 45 centres la marque du centre, avant même que de développer l'image de marque de Prestalis. On ne verra pas forcément de logo de Prestalis dans les accueils, notamment de nos 45 centres, parce qu'en fait, on travaille en marque blanche et on sait l'engagement que l'on a sur la durée par rapport à ce capital immatériel et l'image de marque, le fonds de commerce de l'établissement qui va durer au-delà de ces 1800 jours. On l'espère le plus longtemps possible, 20 ans, 25 ans, 30 ans, on l'espère. Voilà, donc c'est le développement de cette notoriété qui est fondamental, avec des logos, une communication, une charte graphique qui sont au rendez-vous. Ensuite, pour que l'attractivité puisse se faire, j'ai bien aimé l'intervention de Jean-Louis tout à l'heure, Alcaraz, qui disait il y a une forte accessibilité grâce à des connexions de routes, d'échangeurs de trains et de bus. Oui, en effet. Et nous, notre devoir en tant qu'exploitant et délégataire, c'est de ne pas freiner cette accessibilité avec des tarifs qui soient trop élevés ou avec des plannings qui soient trop compliqués à développer et incompréhensibles par le public. D'où l'importance d'avoir des tarifs accessibles,
et d'avoir des plannings facilement lisibles avec des ouvertures et des fermetures régulières pour éviter de se casser la tête quand on va avoir envie d'aller à la piscine. Voilà, donc c'est ensuite l'adaptation d'une offre. On l'a vu sur la Calynésie, il y a eu une vraie recherche d'études démographiques, géographiques. Nous, on le fait sur nos projets d'exploitation. Alors, bien sûr, on prend une donnée d'entrée qui est l'existence d'un centre et il faut adapter également un projet d'exploitation à la connaissance du territoire. On exploite des centres qui sont très différents. Donc, il est assez naturel que la proposition de projet d'exploitation puisse être différente de Lens à Castelsarrasin ou de Colmar à Château-Giron. C'est assez logique. On se doit aussi de proposer des activités qui soient variées en typologie, avec de la natation, depuis l'apprentissage jusqu'à l'enseignement sportif, en passant par des cours d'aquaphobie, et également de l'aquagym, bien entendu, avec différentes catégories, différentes intensités, du doux à l'intermédiaire au plus intense. Sur aujourd'hui de l'aquagym, on va aller rechercher de la différenciation, de la distinction avec des choses qui sont à succès, comme l'aquaboxing par exemple, qui a beaucoup de succès sur nos centres. Enfin, pour développer cette attractivité, on se doit aussi d'attirer des nouveaux publics. Et ça, c'est notre programme d'animation complémentaire. En plus des activités régulières à la semaine, il y a des animations qui sont proposées, une trentaine par an, avec des thématiques sur des publics ciblés qui sont très spécifiques et qui vont nous permettre de faire découvrir le centre à des gens qui ne seraient pas forcément venus spontanément, seuls ou entre copains, en famille. Donc, il s'agit d'animations qui peuvent être des animations zen, des animations à connotation culturelle avec des expos, des gens du territoire, ou avec des approches pédagogiques et environnementales autour de la faune et de la flore dans un équipement. Enfin, c'est essentiel, il faut promouvoir le centre aquatique, il faut faire de la publicité, de la com. Il y a un coût d'acquisition du client qui est assez important. Ce coût d'acquisition, il intègre bien évidemment les aspects humains avec la vente sur site. On n'a pas de tabou à parler de vente dans les équipements, même si on a des usagers, ce sont des clients usagers. Et cette vente, elle vient aussi parce qu'on a attiré et on a fait de la promotion du centre aquatique. Donc pour attirer, il n'y a pas de miracle, il faut des flyers, il faut des affiches, il faut des réseaux sociaux, il faut du web. Et il faut aussi s'appuyer sur les influenceurs du territoire, au premier rang desquels les écoles, les mairies, les entreprises, les CE et bien d'autres acteurs, y compris des influenceurs locaux qui peuvent avoir des communautés sur lesquelles on a intérêt à s'appuyer. Voilà pour l'attractivité. Mais l'attractivité, on va dire que ça nécessite des moyens, des beaux équipements, des efforts, et encore plus d'efforts pour la fidélisation, avec une proposition attentive à l'usager, au client. Pour ça, la fidélisation, on la développe avec des passes, des abonnements, qui sont des abonnements à la carte, avec des engagements de plus en plus mensuels, plutôt que des engagements annuels. On le sait depuis le Covid, une période où l'approche d'engagement annuel est devenue un peu moins demandée. Donc, possibilité de changer d'abonnement aussi en cours d'année. Ça, c'est quelque chose que les clients demandent beaucoup et qui nous permet de les fidéliser, même s'ils ont la faculté d'arrêter leur abonnement. Finalement, en fait, ils ont surtout envie d'avoir cette faculté de ne pas se sentir pieds et mains liés. Voilà, donc on a cette approche et des abonnements qui en plus sont modulables avec une entrée dans un tronc commun qui est la visite en illimité de l'équipement sur la partie aquatique, en baignade libre, puis ensuite des modules, des systèmes de modules qui permettent à la carte, un peu comme au restaurant, de choisir son menu et de composer comme bon nous semble. Voilà, donc ça c'est devenu, je dirais, monnaie courante sur nos centres et c'est vraiment notre politique de programmation. Voilà.
Les taux d'occupation aussi doivent être vraiment maximisés, excusez-moi, des taux d'occupation qui doivent être optimum pour une expérience qui est au top. Cette expérience, il faut qu'on ait effectivement des groupes d'activités qui soient suffisants, pas trop importants, et avec une faculté de réservation dans les activités facilitée pour que le parcours client soit le plus clean possible. Enfin, la mesure de la satisfaction, mesure essentielle à l'issue de nos activités et pendant les activités. Quelqu'un le disait tout à l'heure dans le chat, il faut qu'il y ait le sourire à l'accueil, à l'entrée et à la sortie. Hein, c'est le souvenir qu'on garde de l'établissement. Et cette satisfaction, nous, on se doit de la mesurer, de l'intégrer et d'être dans une démarche d'amélioration continue pour améliorer cette fidélisation des clients. Les clients doivent être acteurs. En étant acteurs de son pass, en étant un contributeur, nous, on les écoute et on intègre une amélioration de l'activité. La communication doit être ciblée. On développe de plus en plus des cartes de fidélité sur nos sites. On encourage en fait les abonnés à venir et à revenir pour avoir une amélioration et une évolution d'un abonnement ou des remises sur des offres dans les boutiques qui sont dans les accueils. Voilà, c'est une manière de récompenser la fidélité et de viser en fait une pérennisation. Nous, notre objectif, c'est que les abonnés aient envie de venir, de revenir et à minima de venir 5 fois par mois, c'est notre objectif minimal. Voilà, je vois que le temps tourne un petit peu, j'ai quelques rappels d'Anthony. Notre projection, c'est bien sûr de proposer du premium pour tous. C'est une ambition, c'est très exigeant. Il faut satisfaire les aspects de température, de propreté et d'expérience, que tout le monde puisse avoir une activité à niveau et satisfaisante, mais aussi être en faculté de proposer des choses très sur mesure, comme le coaching, comme une serviette individualisée dans un espace de bien-être. Ça, les clients sont hyper attentifs et ça fait partie de la fidélisation pour pérenniser notre assiette. Réduire au maximum les coûts de fonctionnement de l'établissement en maximisant les recettes commerciales du centre. Ça nécessite des équipes motivées, des moyens de communication et bien sûr un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités, les collaborateurs et les clients usagers. Merci beaucoup. Donc Mathieu, Julien, François-Xavier pour vos précisions sous différents angles. Alors on a des questions dans le chat au fur et à mesure. Ce que je vous propose pour les personnes qui n'ont pas encore vu le chat, c'est si vous ne l'avez pas vu, c'est en bas à droite de l'écran, vous avez les 2 petites bulles que vous pouvez ouvrir. Et puis dans la dernière partie de cette pistoche, je vous un petit sondage qu'on a diffusé auprès des participants. Alors, on souhaitait un petit peu avoir un retour du maximum de personnes sur des questions qui concernaient la fréquentation et la fidélisation. Donc, on a volontairement posé ces questions un petit peu tranchantes. On a fait le choix de ne proposer qu'une réponse de façon à être justement un petit peu tranchant et qu'on puisse faire ressortir de ces questions quelques éléments. Et je vous propose de ne pas hésiter à participer dans le chat si vous avez des précisions ou des questions ou des choses que vous voulez dire à propos de ces questions qu'on va revoir pendant ces 5 minutes. Et je proposerai à Julien, Mathieu, s'il le souhaite, de dire un petit mot quand ça vous paraît opportun. La première question concernait la fréquentation, les freins à la fréquentation. Et sur les retours, on voit une très grosse partie des réponses qui concernent l'état du bâtiment lui-même, l'état patrimonial. Quand on sait que plus de 2/3 des équipements piscines français sont obsolètes, ça pose vraiment la question avec quoi on part sur la ligne de départ avec ce gros frein d'un équipement vieillissant qui est un énorme frein à la fréquentation. Et puis on a aussi 2 gros points, plus sur la partie exploitation, au niveau des horaires et de l'offre d'activité, ce qui me fait demander si vous avez parmi les piscines que vous gérez pour les participants, des horaires particuliers qui fonctionnent vraiment bien, où vous avez testé quelque chose, peut-être des horaires très matinaux ou très tard le soir, ou bien des offres que vous avez diversifiées. Peut-être, j'imagine, Julien, que vous avez une diversification de vos activités ou peut-être un travail sur les horaires en quelques mots.
Oui, sur les horaires, effectivement, alors ça dépend des territoires, hein. On a des territoires qui peuvent accepter assez facilement être demandeurs notamment de baignade sportive matinale, très matinale, alors principalement dans des zones urbaines. Cela étant, on voit en périurbanité des demandes sur ces éléments qui commencent à poindre. Et on peut avoir aussi des sollicitations assez fortes en soirée sur des temps d'activité. Mais ce qui est important, c'est d'intégrer en fait l'ensemble des contraintes du territoire et des besoins. On a beaucoup de gens qui sont des pendulaires, hein, qui travaillent la journée et qui le soir ont envie de pratiquer des activités. Donc nous, il faut qu'on soit au rendez-vous sur ces créneaux en fait, hein, en soirée. Oui. Sur les aspects activité, oui, il y a une diversité qui est nécessaire. La diversité, elle est surtout demandée dans la distinction d'intensité. Il faut qu'on propose des choses nouvelles, et c'est l'intensité en fait qui est demandée. Il ne faut pas qu'il y ait des créneaux qui soient trop difficiles ou qui puissent être trop clivants, sinon on voit qu'on peut perdre en taux d'occupation. Voilà. Donc c'est le travail en fait des coachs d'adapter en fonction des publics qui sont présents. Ouais, intéressant, parce que c'est souvent une question qui revient sur comment diversifier son planning. Mais ça sera un autre sujet. Et concernant l'état vieillissant, on voit l'importance de ces projets de rénovation, de construction pour remplacer des équipements qui sont primordiaux dans l'aspect de la fréquentation. Pour la deuxième question, il s'agissait maintenant d'attirer le nouveau public. Et là, donc, on voit que l'offre d'activité prend vraiment quasiment la moitié des retours. Mais tout de suite derrière, on a la partie de l'aménagement, la partie plus architecturale de l'équipement, consistant à aménager les espaces plus attractifs. Et donc, ça rejoint les propos de François-Xavier sur son exposé de tout à l'heure. Et puis là, étonnamment, tout ce qui est événement passe vraiment en arrière-plan pour la partie qui concerne le fait d'attirer de nouveaux usagers. On va voir après que les questions étaient un peu intéressantes. Les questions, la population cible sur laquelle vous concentrez davantage vos efforts d'attractivité. Alors vraiment les familles et les jeunes. Alors d'un point de vue, si on regarde d'un premier abord, ce sont les entrées payantes. Et puis évidemment, ce sont le plus large panel possible. On avait aussi... J'ai été interpellé par le fait que les seniors ne représentent que 3% des cibles d'efforts d'attractivité, mais ça s'explique sûrement par le fait que les seniors sont peut-être plus captifs, qui viennent déjà plus régulièrement par eux-mêmes sur l'équipement et qui ne représentent donc pas forcément un point d'attractivité. Peut-être, Mathieu, dans la répartition de vos clients, comment ça se répartit chez vous à la Kelly, puisque vous avez deux aspects, l'aspect été avec les toboggans, le parc, et puis l'aspect à l'année. Oui. Alors donc du coup, effectivement, le parc c'est à peu près 80 000 entrées sur 3 mois. Donc c'est une grosse partie, une grosse majorité de nos rentrées de fréquentation. Après, le reste de l'année, on le voyait un petit peu dans le film, c'est vrai que la part aux seniors, en tout cas, le conception du bâtiment fait qu'effectivement, les seniors peuvent venir tout au long de la journée et y trouver leur compte. Aujourd'hui, on sait que les seniors, ils n'ont pas de contraintes horaires. Et puis même s'il y a des manifestations autour des retraites, on sait que c'est quand même, ils sont prescripteurs en termes de pouvoir d'achat. Donc nous, en l'occurrence, la part est belle pour que les seniors puissent accéder, à la fois en termes de, je reviens ce que disait tout à l'heure Julien concernant l'adaptation de notre planning d'activité. Aujourd'hui, évidemment, le matin de bonne heure, nous, sur une ville comme Libourne et un territoire comme la Cali, relativement éloigné de Bordeaux, on fait la part belle effectivement aux activités plutôt douces pour les seniors sur le temps du matin, éventuellement fin de matinée, une fois qu'ils ont fait le marché. Mais ouais, évidemment, aujourd'hui, c'est quasiment 40% de la fréquentation totale de l'année, parce que du coup, évidemment, quand on vient sur la période estivale, là, pour le coup, on est sur vraiment des jeunes, des adolescents et de la famille. Ok, merci. Ok, alors la question suivante, c'était le sujet du frein de la fidélisation. Et là, on a vraiment une répartition des réponses qui est intéressante.
Peut-être Mathieu, ton retour sur ce fait que beaucoup de domaines peuvent contribuer à apparemment une répartition forte des freins sur la fidélisation, que ce soit sur la prestation de services, le renouvellement des offres sur l'exploitation, la proposition des tickets, et même l'extérieur, la concurrence. Qu'est-ce que ça t'évoque, Mathieu, sur cette répartition très, très ouverte des réponses pour cette question? C'est qu'aujourd'hui, rien n'est figé. En fait, on doit travailler sur tous ces éléments-là. Parce que, évidemment, quand on est en responsabilité sur un bâtiment comme celui-ci, avec des coûts qui sont assez colossaux et une collectivité qui a de grandes ambitions. Alors, je parle pour ma part, parce que je suis en régie, mais sur de la DSP, pour avoir travaillé en DSP, c'est évidemment la même chose aussi. Il faut travailler sur tout ce qui est bon à prendre. Il faut essayer de le pousser le curseur de la réflexion et apporter des solutions de manière à ce que, en termes de fidélisation, on ait un taux de renouvellement sur nos abonnés, sur nos membres qui soit le plus important possible. Oui, aujourd'hui, je vois en régie, on va avoir quelques contraintes de liberté sur la création d'abonnements, sur ce genre de choses, parce que derrière, on a le Trésor public qui est un peu frileux sur pas mal d'éléments, ce qui aujourd'hui, moi, me fait un peu serrer les dents. Mais voilà, on essaie de trouver des modes de fonctionnement compensatoires avec des cartes, avec des durées de validité de cartes qui sont un petit peu plus longues, et c'est de trouver un peu cette imbrication qui fera que, en tout cas, on pourra répondre et lever en fait ces éléments-là. Ouais, merci. On va essayer de rester à peu près dans le timing, on a un tout petit peu dépassé. On arrive sur la 5e question. Concernant les initiatives les plus efficaces pour renforcer la fidélité, et là je pense que Julien, ça pourrait être intéressant de t'entendre, pas uniquement d'un point de vue d'un délégataire, mais peut-être d'entendre le point de vue d'un délégataire aussi pour des piscines qui sont en régie, de cet aspect-là de la fidélisation. On voit qu'il y a trois grandes réponses qui se sont détachées de ce sondage, pour lequel on a eu 65 réponses, donc ça commence à être quand même un panel intéressant de retour, entre la formation, entre les tickets, la formulation des ventes, et puis les animations. Comment est-ce que ça se passe pour vous, Julien? Et quels conseils on pourrait avoir, ou quel axe pourrait être intéressant pour des piscines, qu'elles soient en délégation ou en régie? Alors, il est capital, effectivement, on l'a souligné plusieurs fois, que les collaborateurs adhèrent au projet, qui s'y sentent, qui s'y ressentent, parce que ce sont d'abord des acteurs du territoire, ils habitent le territoire, les équipements ne sont pas tous aussi grands que la Calinésie, ils ont des utilités sociales, et on croise des enfants, des écoles, ces enfants vont revenir, les enfants vont parler dans la famille, donc ça joue énormément dans le bouche à oreille de l'établissement, donc il faut que les équipes aient envie, soient motivées, que l'entreprise et le management, quel qu'il soit, qu'il s'agisse d'un délégataire ou d'une régie, et une approche bienveillante, mais aussi objectivante sur la gestion de l'établissement. Aujourd'hui, on le sait tous, un établissement, en termes de rentabilité, nécessite un budget complémentaire, puisque les recettes commerciales ne sont pas suffisantes. Donc, il faut incorporer et intégrer cette utilité sociale comme étant une donnée d'entrée, mais aussi oser faire du commerce, proposer des cartes de fidélité. Alors, je rebondis un peu sur ce que disait Mathieu. C'est vrai que la durée des achats qui peuvent être faits de tickets d'entrée ou de cartes 10 entrées peuvent nécessiter des réflexions, notamment sur leur durée de validité. Il faut se questionner et se dire, est-ce que j'ai vraiment intérêt à avoir des durées de validité très longues ou pas, parce que moi, mon intérêt, c'est vraisemblablement d'avoir des gens qui sont des contributeurs dans l'établissement et qui prennent plutôt des passes ou des abonnements. Donc, si je donne des validités d'1 an, je cannibalise en quelque sorte mes produits d'abonnement, vous voyez, ou alors je propose des tarifs type carte 10 heures. Bah oui, la carte 10 heures, c'est hyper intéressant en tant que client utilisateur, mais d'un point de vue rentabilité et ticket moyen, on peut être en fait sur un produit qui cannibalise des abonnements. Donc, il faut regarder ça, il faut avoir une approche, une lecture, et puis faire adhérer le personnel dans cette commercialisation.
Et puis tous ces outils nécessitent tous ces résultats nécessitent d'avoir les outils pour les mesurer. Exactement. Là, j'aimerais vraiment avoir le retour dans le chat de savoir si vous utilisez vraiment des outils pour connaître, mesurer la fidélisation. Alors, on avait dans le questionnaire la fréquence moyenne de visite par usager, mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de définir qui vient quand et qui renouvelle son abonnement? C'était donc pour la deuxième question. Et ensuite, des enquêtes, mais les enquêtes sont souvent anonymes. Donc, dans quelle mesure une enquête vous permet de connaître, sauf si la question est posée directement, le taux de fidélisation et la participation à des activités? En général, on a un nombre d'entrées, on a un score, on a un instantané, un flash. Mais dans le chat, j'aimerais vraiment savoir, pour cette question, avant de passer à la dernière, si vous avez vraiment un outil qui vous permette de mesurer cette part de fidélisation, puisque le plus dur est évidemment d'acquérir, mais on peut presque dire que c'est presque aussi dur ensuite de fidéliser, de garder les personnes dans l'implantation de la piscine. Donc, c'est ce que je voulais demander de cette partie-là. C'était vos retours sur vos outils pour la fréquence. Mathieu, vous avez des cartes, j'imagine, qui sont reconnues quand il y a un réabonnement, ou il y a quelque chose qui... on avait des questions sur les logiciels d'accès qui étaient utilisés, mais... donc nous, notre logiciel d'accès, aujourd'hui, c'est Elisat. Elisat 8, quoi. Je rebondis un petit peu sur l'intervention de Julien tout à l'heure. Effectivement, il faut être vigilant sur ces longueurs de validité des cartes, histoire de ne pas avoir trop de PCA non plus. Mais en l'occurrence, quand on n'a pas la possibilité d'avoir d'abonnement, comme ce qu'est le cas aujourd'hui ici sur une structure en régie comme la mienne, c'est le seul levier en fait qu'on a réussi à actionner. Pour revenir du coup là maintenant sur comment est-ce qu'on mesure la fidélisation. Alors sur les activités, on va l'avoir parce que du coup on a les plannings de réservation sur les cours. Donc on sait sur les plannings, et puis quand on va cliquer sur les fiches clients, combien de fois la personne est passée dans la semaine, combien elle est passée dans le mois, et ainsi de suite. Après, derrière, sont mis en place des rappels concernant effectivement sur une carte, vous êtes rentré, vous avez pris cette carte-là, attention, on arrive à tant de semaines de la fin de la validité de votre carte, est-ce que tout va bien? Enfin voilà, on envoie des mails, on a des formats, une communication qui est déjà très formatée par rapport à ça et qui nous permet de garder le lien avec ces personnes et du coup, au-delà du simple bonjour et de l'accueil qui est très important, l'accueil personnel qui est très important, on a cette capacité en fait à pouvoir aller travailler notre base client. Ça, c'est un point important. Maintenant, effectivement, les enquêtes, je te rejoins, les enquêtes, c'est anonyme, donc là, c'est quand même très compliqué. Et puis, encore une fois, on met un petit peu ce qu'on veut sur les enquêtes. Donc, il y a quand même cette part d'aléatoire. Et aujourd'hui, les logiciels, heureusement, sont malgré tout bien faits, même si ils sont toujours très perfectibles, parce qu'on a des centres avec des fonctionnalités qui sont précises, qui sont différentes d'un centre à l'autre, des attendus, un territoire qui est différent. Mais voilà, aujourd'hui, on a ces leviers-là et qu'on actionne, bien évidemment. Okay, merci Mathieu. Et puis dernière question très rapidement, juste pour le retour. On a vraiment un retour sur l'importance de la gestion technique rigoureuse. Et là, j'aurais la même question à poser, c'est à quel point avez-vous mis en place des outils qui vous permettent de suivre cette gestion technique. Voilà, c'était pour le retour de ce petit sondage. Et il est temps de conclure. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vais passer la main à Arnaud pour le mot de la fin. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Je pense que c'était très riche d'avoir un point de vue à la fois sur la partie conception, mais également sur la partie exploitation, et notamment l'exploitation commerciale, sur les sujets de l'attractivité, de la fidélisation. On espère que ce numéro vous a plu. Je vous rappelle donc que nous avons 2 événements en présentiel à venir jusqu'à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, pardon, le 14 octobre à Chartres pour le colloque national de la piscine demain. Chartres est un établissement remarquable, un petit peu comme la Caïnésie. Je pense que c'est le plus gros centre aquatique français en termes de surface de plan d'eau. Donc, c'est à visiter. Et puis, le 4 décembre à Mérignac, près de Bordeaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via notre site internet. Il reste encore de la place pour les collectivités, mais également pour certains partenaires qui ne sont pas encore inscrits. Je remercie l'ensemble des partenaires également, sans qui, je l'ai dit tout à l'heure, la piscine de demain n'existerait pas. N'hésitez pas, chères collectivités, si vous avez des questions, si vous avez des besoins de mise en relation avec certains de nos partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur des piscines, ils peuvent tous vous aider dans l'évolution de vos projets, depuis la
la réflexion jusqu'à l'amélioration de l'exploitation, voire de la commercialisation. Donc la piscine de main, c'est aussi une démarche de mise en relation. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, au revoir. Merci tout le monde. Bye bye.